que j'entends dire ça, mais bon, ça nous a pas aidé le confinement, je devrais dire le lockdown, ça fait plus ricain. Ouais, les ricains, parlons-en, mais sans prendre un air chauvin, ils ont beau avoir Trump, nous on a Renault. Désolé, je divague. Putain, la route était longue jusqu'à San Francisco. Bon, on voit le bout. J'aurais bien réveillé les petits rifos. Bah ouais, je suis pas tout seul dans mon camtar. Vas-y, Jean-Pierre. Moteur. Allons-y. Moteur. Oh putain, moteur. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Les mecs, réveillez-vous et venez dire bonjour à notre assistance. Bonjour. Salut toi. Salut. Salut Romain, bien dormi? Oh ça va, je viens de me réveiller, j'ai un peu la tête dans le cul. Mais ça va. Et toi Nelson, J'étais un peu étriqué au fond du camion, mais ça va. Ah bah c'est bien. Bah quand t'auras décollé tes paupières, tu me décrocheras ce drapeau des confédérés dans l'habitacle là. Espèce de fan de Pantera. Sale nazi. Sale nazi. C'est un héritage, Panda, ça, tu comprends? Oh putain JL. Ouais, ça va. De nous quatre, c'est encore toi qui as le plus beau Marcel. J'ai un peu mal au cou là, je crois qu'ils vont malmener à l'arrière là, les deux. C'est vrai que c'est un peu serré dans On ce était un camion. peu serré, ouais. Bon, on va commencer à parler des aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Film de 1986 réalisé par le maître John Carpenter. Jean Charpentier. Jean Charpentier. Genre de charpentier. Genre de Charpentier. Bon, je vous fais le synopsis. Jack Burton accompagne son ami Wang Shi à l'aéroport de San Francisco afin d'accueillir Miao Yin, la meuf qui parle jamais, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il y a La des fiancée, parle un peu, qui est la fiancée de Wang Shi. Mais Miao Yin est convoité par Lopan, un puissant sorcier désincarné qui pense pouvoir récupérer son enveloppe charnelle en épousant une chinoise aux yeux verts. Jack, simple camionneur, se retrouve au cœur de Chinatown, au beau milieu d'une lutte surnaturelle entre les puissances du bien et du mal oriental. C'est exactement ça. Bien, Bah oui, j'ai lu le synopsis, donc ça va. Rien que ça. J'ai lu la jaquette. J'ai lu la jaquette. J'ai lu la jaquette. VHS. J'avais la VHS, c'est tout. Bref, vous êtes bien dans le Riff Machine et aujourd'hui on va vous parler des aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Allez moteur putain! Ici Jack Burton de la Côte de Port Express qui s'adresse à tous ceux qui l'écoutent. C'est une planète pleine de surprises que celle sur laquelle on vit. Et je peux vous dire qu'il faudrait être complètement fou pour croire sérieusement qu'on est seul dans cet univers. Il y a un monde caché dans lequel d'antiques démons tissent un drame moderne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? C'est la magie, la plus noire des magies. C'est la guerre à Chinatown. Nous finirons par remettre notre ordre dans leur chaos. Au royaume des mandarins, de gros ennuis attendent Jack Burton. Qui? Jack Burton. Moi. Oh, Jack! Jack! Ils veulent tous l'envoyer en enfer. Tu fais un seul petit geste. Et il y va tout droit. Que quelqu'un, n'importe qui, veuille bien me dire de quoi il retourne. Jack, comment on va s'en tirer? J'en ai aucune idée. Il y a bien des mystères et bien des questions qui demeurent sans réponse, même dans une vie aussi courte que la vôtre. Mon destin n'est plus qu'entre tes mains maintenant. Je sais, je ferai de mon mieux. Oh, Jack, dis-moi que je ne rêve pas. Il va falloir agir avec une précision du diable, Wang. 1, 2, 3. J'ai l'impression qu'on est piégé. Et une totale concentration. Grande sécurité. Ah oui. Prêt, Jack? J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Bien joué, Jack. Eh bien, messieurs, à la bonne vôtre. 20th Century Fox présente Kurt Russell dans un film de John Carpenter. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Tout est dans le réflexe.
Bon les mecs, c'est quand votre toute première fois avec... Avec Big Trouble in Little China. On va l'appeler Jack Burton, ouais. Ouais, Jack Burton, ouais. Bah, alors vous savez déjà ce Vous êtes nom, d'accord quoi. Mais merde, pourquoi en France on lui a donné ce nom à rallonge? Je comprends pas. Bah parce que vachement mieux ça fait gros trouble dans Petite Chinoise, et à mon avis, je pense que c'est un autre genre de film. Donc c'est pour ça que traduit littéralement, ça aurait pas fait, et du coup, je pense qu'il y a de ça. Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, ça claque. Mais ouais, non mais ça, je suis d'accord. Ouais, C'est vrai que c'est un peu un rallonge. La première fois que j'ai vu le film, c'est tard en fait, pour le coup, parce que je l'ai vu, j'avais 20 ans avec un pote à un samedi après-midi. Et il me dit ouais, si tu veux, on va mettre un film, ça te dit de mettre ça, ok et tout. Et je savais que c'était un John Carpenter, je savais déjà qui était John Carpenter, je l'avais déjà vu. Et je me souviens que le film m'avait bien plu, mais sans plus, quoi. C'est un film que j'aime bien, mais ça me transcende pas des masses, quoi. Mais je suis content de l'avoir revu finalement, que tu l'aies choisi pendant, parce que du coup ça m'a permis de le revoir, et bah, j'ai quand même passé un bon moment, mais je me retrouve exactement dans la même situation. Je pense que c'est surtout un film que tu dois regarder quand t'es petit en fait. Et je pense que c'est peut-être le cas de certains d'entre nous ici. Alors moi, exactement à quel âge je l'ai vu, je ne sais plus. Je l'ai vu assez jeune quand même, mais je l'ai vu sur M6 à l'époque où il passait la filmographie de John Carpenter régulièrement. À la sur bonne cette époque. chaîne. Oui. Déjà, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Mais dans les 5 premières minutes du film, ça, c'est parti, quoi. Donc, waouh, t'en prends plein la poire. Et j'avoue qu'à l'époque où j'ai vu ce film, je ne l'ai pas compris. Mais est-ce qu'il y avait quelque chose à comprendre? Oui. Je ne suis pas toujours certain. En tout cas, c'est un très bon divertissement. C'est très drôle et ça reste un du cinéma oui, c'est que Carpenter pouvait se permettre de faire parce qu'il avait sa carrière de Carpenter. Quand tu arrives avec un projet comme ça, à mon avis, les mecs en face, si tu t'appelles pas Carpenter ou si t'as pas un gros nom, c'est niet. Alors il y a ça aussi, mais après on en parlera sur la jeunesse du film, mais le scénar n'est pas de Carpenter. Carpenter s'est juste rajouté sur le projet, ça lui plaisait en fait. Et du coup, bah moi je l'ai vu il y a 2 jours en fait. Et, t'étais pas petit cette fois-ci. Non, j'avais pas 8 ans ou 6 ans, mais j'ai connu l'existence de ce film-là en fait quand on me l'avait proposé. Quand on l'a proposé. J'aime beaucoup Carpenter, mais c'est vrai que je connaissais pas tout ce film-là. Je savais pas qu'il avait pris un nom comme ça dans sa carrière aussi, plutôt comédie et un peu n'importe quoi, mais. Alors c'est clair, ce film est foutraque, hein. Il faut le dire. C'est très drôle, mais c'est vrai que c'est un peu, on sait pas trop ce qui se passe. En fait, encore une fois, on arrive. La dernière fois, on a parlé de Last Action Hero. Et je pense que ça s'inscrit un peu dans cette même lignée de films parodiques. C'est-à-dire, on prend les grands pans en fait du film d'action. Et après on les détourne un petit peu pour en faire quelque chose d'aussi inhabituel que ce film-là. Bah après pour le coup c'est voulu quoi, c'est son degré à fond. Oui, c'est une comédie d'action. C'est totalement assumé. On s'en cache pas quoi. C'est vrai qu'au début j'avais le sentiment de, comme on n'avait pas trop, je m'étais pas trop renseigné sur le film. Je savais pas trop si c'était drôle parce que ça se prenait au sérieux. Est-ce que c'est pas son premier film qui n'est pas un film d'horreur aussi Non, parce que son précédent n'était pas un film d'horreur non plus. Starman qui avait valu une nomination aux Oscars pour Jeff Bridges. Et qui n'avait pas vu. Donc Carpenter est quand même allé jusqu'aux Oscars si tu veux quoi. Donc là on est Jack Burton. À cette époque-là, parce que à cette époque-là, il est retourné. Non, il est au top à Hollywood. Jack Burton, il est Carpenter est à côté. Carpenter est à côté quoi. C'est un grand réalisateur. Toi Panda, tu l'as vu quand? Bah écoute, je sais pas. Je crois que je l'avais déjà vu des bribes en fait sur M6, mais j'avais dû arriver pendant. Parce que une fois que je me suis remis, j'ai eu l'impression que je l'avais déjà vu quand j'étais plus petit. Mais je l'ai vu l'an dernier. D'accord. Comme ça. Et je suis tombé. Ton vrai souvenir, c'est l'an dernier en fait. Ouais. D'accord. Ça s'arrête là d'ailleurs tes souvenirs. C'est des souvenirs sélectifs quoi. Tout ce qui est antérieur, c'est un peu trop honteux donc. Au-delà de 2 ans, il supprime en fait. Exactement. T'as écrasé la le partie. cache. Oui, voilà, il vide le cache et puis c'est bon. Il y a ça sert à quoi? Mais comme ça, moi je m'émerveille de plein de choses. Je suis comme vous quoi. Ça c'est beau. Oh, un arbre. Non mais. Non, je l'ai vu et je l'ai revu hier soir. Ouais. Hier soir en VF parce que la première fois je l'avais vu en VO. Les voix de Kurt Russell, enfin la voix de Kurt Russell pardon en VO est top hein, mais c'est sa voix. Mais en VF, putain, c'est cool quoi. Les films de cette époque-là, ça me dérange jamais de les regarder en VF. Oui, avant 2000 ça passe. Avant 2000, ouais, ça passe. Et il y a la voix de Marty McFly. Oui, le héros Wang Chi, il a la voix de Marty McFly. Donc c'est vraiment une voix de héros quoi. Tu vois, de héros jeune, dynamique. Et donc ouais, donc je l'ai pris avec beaucoup d'amour. Parce que bon, j'ai bien senti que c'était du second degré de partout. Et surtout, j'adore en fait quand le héros est un zéro. Là, clairement, Jack Burton, zéro du zéro. Ouais.
Il essaie, en tout cas, il est volontaire. Il est charismatique. Il est charismatique, mais bon, voilà. Mais il est nul. Il est nul, mais il s'en sort, quoi. Il est pâteau comme pas possible. Mais comme il est volontaire, tu vois, bah ça passe. C'est tu vois, ça. passe. Il se plante, mais il est quand même attachant, quoi. Ouais, bonne volonté, voilà. Il est remercié par toute la communauté des foulards jaunes. Des foulards jaunes. Ouais. Oui, non, mais en plus, c'est un héros qui est complètement intégré à la communauté asiatique de San Francisco, quoi. Donc, tout à fait. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'écrasement, si tu veux, entre les Parce personnages que et tout les le film va se communautés. faire expliquer ce qui se passe par son sidekick là. Ouais. Bah d'ailleurs on va parler un peu du film, du coup, comment il se déroule, etc. Quoi. T'as la première scène où t'as Egg Shen qui est en train de parler avec l'avocat en fait de la communauté asiatique qu'on va suivre en fait pendant ce film et qui lui explique que bah si en fait la magie noire tout ça existe quoi. Et cette scène là elle était pas voulue à la base par John Carpenter, ils l'ont rajouté, c'est les studios et ils ont dit non il faut rajouter une scène comme ça avant de lancer les gens direct dans un truc où il y a trop de magie etc et que tu comprends pas ce qui t'arrive. C'est une sorte d'introduction en disant bah si en fait tu vas arriver dans un univers où il y a la magie noire, c'est une façon de prévenir le public pour dire bon, il y aura un peu de fantastique dedans, si ce que vous voyez, ne soyez pas étonnés, quoi. Voilà, ça prépare le public. Et ça met aussi un petit trouble sur la réalité, c'est-à-dire est-ce que ce qui se passe c'est vraiment réel ou ils ont tous pris des champis, quoi, tu vois. Parce que bon, ce film, il pourrait être vu comme ça aussi. Il y a quelqu'un qui a pris une forte dose de LSD et puis voit des choses cheloues partout. Oui, quoi. c'est un peu ça. Et donc on enchaîne direct avec Jack Burton qui est avec dans son camion qui s'appelle Côte de Port Express. Pork Choc Express. Très cool. Ouais. Et qui est en train d'arriver à San Francisco tranquillement. Il te présente un petit peu en fait le personnage. Le mec, tu sais que c'est un mec. C'est pas qu'il adhère aux théories du complot, quoi, mais il aime bien croire que les extraterrestres existent. C'est vrai que c'est un peu un complotiste sans être. C'est un gentil complotiste. C'est un bon trucker, tu sais tout de suite à peu près à qui t'as affaire, quoi. Alors, mais je pense que, vu sa dégaine, etc., c'était pour montrer un petit côté beauf de ce mec. Un redneck, comme on en fait plus, quoi. Ouais, un bon redneck, ouais. Mais un redneck Kurt Russell. Sympathique. Bien sûr. Sympathique. Et dites-moi si vous avez à l'heure actuelle la moindre idée de l'endroit où se trouve Monsieur Jack Burton ou son camion. Ah, vous ne pouvez pas laisser cet homme tranquille. Monsieur Shen, je vous en prie. Vous n'êtes pas sans savoir que vous risquez de graves problèmes. La moitié du pâté de maison a explosé, transformé en boule de feu. Des flammes vertes ont été vues dans tout le quartier. Et certaines personnes prétendent que vous êtes impliqué dans cette affaire, ou peut-être même responsable. Que vous êtes un homme extrêmement dangereux. Alors, si c'est pour protéger Jack Burton... Je vous dis de laisser Jack Burton tranquille. Nous avons tous une dette envers lui. C'est un homme d'un grand courage. Totalement intégré à la communauté chinoise, C'est parce ça, que tu le vois, dès qu'il arrive, il arrive à Chinatown, et puis son meilleur pote c'est Wang Chi, bah, qui Jack Burton le plume totalement dès le début du film. Oui, bah, et tout est lié à partir de ce passage-là, quoi, tu vois. C'est ça, c'est le début du film et après ça part. Ouais, là on t'explique tout de suite que Jack Burton, il est quand même balèze, il a des super réflexes, parce que je sais pas, tu oui, tout est dans les réflexes. Il lui tend la bière comme ça là, pour qu'il la coupe en deux, histoire de reparier en fait toute sa mise qu'il a perdue pendant toute la nuit. Donc les mecs en fait ils partent déjà sur une soirée bien alcoolisée, ils ont pas dormi et surtout ils dorment pas du film. Et c'est important parce que justement c'est là où on te présente les deux personnages. Tu sais que tu vas suivre ces deux gars-là et ensuite on veut te présenter Jack Burton comme étant un bon gars, un peu beauf, sans préjugés, qui a pas de préjugés, qui est pas mauvais, qui est un peu costaud mais qui est un peu nul quand même, quoi. Il a beaucoup de réflexes. Mais il a beaucoup de réflexes. Et en face on présente Wang Chi qui est plutôt le héros, qui est vraiment le héros pur, quoi. Il est bon, il est intelligent, il est vif. Tu sens qu'il sait tout ce qui se passe. Il sait tout ce qui se passe, il comprend les événements qui vont arriver. Et comme tu dis, il est pur. Il a attendu toute sa vie. Il a économisé de l'argent pour faire venir sa femme. Il est resté fidèle. Et oui. Donc c'est vraiment le héros pur, quoi. C'est Wang Chi. Donc il débarque à l'aéroport, rencontre avec l'avocate qui est super jolie, qui joue dans Sex and the City. Kim Cattrall. Et dans Police Academy aussi. Exact, ouais. Et dans un autre film qui s'appelle Porky's d'ailleurs, qui est le American Pie des années 80. Ok. Voilà, c'est un American Pie mais qui se passe dans les années 50, mais c'est à peu près ça. Mais tu l'as vu ? Non, je l'ai pas vu, mais justement j'ai envie de le voir maintenant parce que je sais qu'il y a Kim Cattrall dedans. Porky. You two will be back for a second look.
Bah là, il y a une brigade, enfin les punks chinois, j'ai oublié le nom de... C'est un peu la mafia chinoise, ouais. Ouais, j'ai oublié le nom de la mafia. Non, c'est pas ça, j'ai oublié Non, le c'est nom. pas les triades, mais c'est des gangs en fait. En fait, c'est le moment un peu The Warrior, les guerriers de la nuit. Oui, du parce qu'ils ont un look où en fait, très The Warrior. chaque gang asiatique, ils ont un côté cowboy. Déjà, tu vois, Carpenter, western. Forcément, il fallait qu'ils foutent des éléments de western dedans. Je parlais vraiment du kidnapping, moi, pas de ce qui se passe après. Pardon. Parce qu'à partir du moment où il y a le kidnapping, c'est là où commence le film, et c'est là où commence tout le what the fuck, quoi. On nous présente un peu Chinatown, comment c'est foutu. Toi, tu parlais du tourbus qu'il y avait. Oui, exactement, oui, où t'apprends comment les Chinois sont arrivés à San Francisco. Enfin, aux États-Unis même. Ils étaient là sur la construction des chemins de fer à l'époque. Ils économisaient pour après faire venir leur famille par la suite. Exactement. Et c'est ça qui est bien aussi avec ce film, c'est comme ça s'inscrit en fait dans l'univers de Chinatown, le côté carton-pâte du quartier avec des néons, etc. Il est tout à fait d'actualité en 1986. Ça fait pas carton-pâte, genre je me fous un peu de la gueule de la Chine parce que j'en ai rien à foutre et puis voilà quoi. Non, c'est vraiment en fait, ça ressemble à ça. Quartier, ouais. Ça ressemble à ça quoi. Oui, c'est pas cliché quoi. Non, voilà, c'est pas cliché. Putain, il y a des mots qui me manquent. Ah là là, attends, je t'ai offert un micro pour ton anniversaire. Ouais, j'en suis à être. J'en suis encore à A. Je suis pas arrivé à Clichy encore. Et donc c'est là où tout débute, à partir du kidnapping, et où Jack Burton se dit bon bah Wang Chi, tu me dois des sous, donc je reste avec toi. Bon, tu t'as besoin d'un coup de main, je te le donne, mais bon. Ok, bah voilà. Après tu me donnes mes sous. Et voilà. Et là, c'est parti. What the fuck quoi. C'est le film, il part dans tous les sens entre western et puis film de sabre chinois. Des éclairs avec des sabres et tout. Non, mais c'est dingue parce qu'il y a ce côté où comme ça va très très vite, t'as pas le temps de te poser la question. Non, c'est très rapidement, c'est très rapide, il y a pas tant de pourquoi ils font ça. Non, tu t'en fous. Ah, ils le font, d'accord, ok, j'y vais. Il y a pas. C'est pour ça que le film, je trouve qu'il est bon parce que ça t'emmène tout de suite. C'est genre on prend par la main et on file, on y va. On court, c'est bon, on n'a pas le temps quoi. Mais du coup, je m'attendais pas du tout à des trucs fantastiques. En fait, je pensais que c'était une histoire de vengeance et tout, et que ça allait être très, très action, ça c'est sûr. Tu t'attendais vraiment à un film actionneur 80 en fait. Ouais, voilà, c'est pas du tout fantastique avec l'équipe de Raiden de Mortal Kombat qui arrive et qui fait mais tu sais que Raiden a été complètement inspiré par ce film là. Tu sais, il y a pas que lui, il y a aussi Lopan en fait qui a inspiré Shang Tsung. Oui, mais il y a des chances que ça soit ça. C'est le sorcier un peu lubrique. Tout à fait. D'ailleurs, il est très lubrique le pan, si vous le commandez dessus. Vieille enveloppe sénile. Il ne faudrait qu'une jeune femme, Monsieur Burton. Une jeune femme qui aurait les yeux verts d'un dragon pour me rendre ma forme, ma jeunesse, et me permettre de régner sur l'univers, au lieu de pourrir dans cette tombe. Shintai, le dieu de l'Orient. Qui, ce type, cette carcasse? Mais non, pas moi, Monsieur Burton. Celui qui sommeille en moi, mon démon. Le dieu qu'il me faut apaiser afin de recouvrir mon cœur et mon pouls. Il n'y a qu'une fille aux yeux verts pour satisfaire Shintai. Elle aura la bravoure d'empoigner la lame nue, et quand je la trouverai, j'en ferai ma femme. Jamais! Alors Shintai lèvera la malédiction qui pèse sur moi. Et vous serez libre de régner sur l'univers au lieu de pourrir dans cette tombe? C'est cela! Ou d'aller dans un hôpital psychiatrique si on veut bien de vous, hein? Jacques, je t'en prie. À partir du moment où on voit tous ces sorciers qui sortent de partout, ces guerriers de tous les temps, etc. En fait, on est totalement avalé par le ventre de Chinatown. Et on n'en ressort plus vraiment, quoi. Oui, parce que ça se passe sous Chinatown. C'est même pas on voyage, on va ailleurs, etc. Non, on va directement dans les égouts. Dans les entrailles de Chinatown. Dans les entrailles. Et là, il se passe plein de choses fantastiques, quoi. Bon, l'objectif, bien sûr, c'est de libérer la belle, puisque faut réveiller le dragon qui a les yeux verts aussi. Voilà, il y a un truc, c'est très... Comme ça, là, c'est très Shiryu, quoi. C'est dans le Chevalier Zodiac, quoi, tu vois. Pourquoi enlèves-tu ton armure, mais tu es fou? Je préfère sacrifier ma vie et te battre avec le pouvoir du dragon flamboyant. Je vous fais une petite analyse du film, mais rapidos quoi, tu vois. Parce que là, c'est pas vraiment mes mots, je les ai repompés sur Télérama, je crois. Ah, bah, super. Ou Le Point, je sais plus. Télérama, tu parles de Jack Burton? Bah, bien sûr. Bah, oui. Non, c'était peut-être pas Télérama, mais si, bah évidemment.
Bah, Non, bien sûr, bien sûr. Télérama, il parle de tout. Bien sûr qu'ils parlent de tout, mais comment ils en parlent? Comment ils en parlent, c'est un problème, ça. 7 ans avant Demolition Man et Last Action Hero, qui était en 93, c'est pas la première fois qu'on a un anti-héros ou un film d'action parodique, mais ça reste quand même assez novateur. Et donc, faut le dire, quoi. Parce que bon, tu sais, t'as Kurt Russell dans toute la filmographie de John Carpenter. À la base, c'est quand même c'est Snake Plissken, quoi, tu vois. Et il le présente plus ou moins comme ça, mais bon, ça reste en fait un putain de camionneur un peu vantard. Ouais, ça reste un anti-héros comme Snake Plissken. Et qui est super pâteau, comme on avait déjà dit, et il se retrouve entraîné là-dedans, etc. Tu vois, je crois que c'était les studios, ils s'étaient dit au départ, ça serait bien de faire une sorte de trilogie à la Indiana Jones. C'était comme ça, le scénario en fait il était plus ou moins comme ça. Attends, c'est un peu plus compliqué que ça. C'était plus compliqué que ça parce que même au départ ça devait être une sorte de western qui se passait pas à notre époque mais à l'époque du Far West. Et après les studios ils ont fait oh non, ça serait bien de faire un truc à notre époque quand même. Moi je dis tant mieux quoi, tu vois, parce que les années 80 c'est quand même cool. Non, mais oui, il y a ça, mais c'est un peu plus compliqué que ça, parce que la production du film, ça part déjà d'un scénar, qui, donc, comme tu disais, était censé être un western qui se passait dans les années 1800. Les années Far West. Les années Far West, un truc comme ça, et du coup, il y a le W.D. Richer, qui est le gars qui a produit Buckaroo Banzai, qui était le film culte des années 80, un peu bordélique, etc., qui s'est rajouté au scénar. Et c'est pas Carpenter qui fait le scénario. C'est pas le scénario de Carpenter. Et donc du coup, Carpenter, lui, se rajoute au projet. Il veut... il réadapte le truc en disant bah non on va le mettre à notre époque et moi j'aime bien les films de kung fu, les Shambara, etc. Donc du coup on va rajouter tout ça. Le problème de tout ça, c'est que à la production, il y a le fameux Barry Diller qui était le producteur phare de Paramount, qui est arrivé ensuite chez Fox, avait déjà distribué des films comme Un flic à Beverly Hills, La fièvre du Saint-Museau, Grise et Indiana Jones. Donc le mec qui va produire Jack Burton a déjà produit Indiana Jones. Quand on lui montre le film, il dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Il dit virez-moi les blagues. Donc il vire les blagues. Sauf que c'est encore pire, donc du coup ils les remettent. En fait ils savent plus comment vendre le film. Et le truc c'est que pour l'affiche du film, ils ont pris Drew Struzan, qui avait fait les affiches d'Indiana Jones. C'est vrai que ça ressemble beaucoup. Et qui a fait aussi les affiches de... très stylé. Ben oui, il a fait les affiches de Retour vers le futur, on voit le Retour du Jedi, Indiana Jones, etc. Donc il y a une confusion totale pour vendre le film. Et d'ailleurs là-dessus, en fait, quand on parle d'affiches, etc., c'était pas vraiment ça, quoi. Au niveau de la communication, c'était catastrophique. Et justement, c'est ça la ils se sont pris une semaine avant la sortie du film, un truc comme ça. Ils ont fait du bon boulot quand même, je suis désolé. Écoute, non, l'affiche est claque, mais au départ, en fait, je crois que c'était pas ça, celle-ci qui était d'origine, et genre, je sais plus qui était dessus, mais ça ressemblait pas du tout, en fait, au véritable acteur, et le mec, il était pas content, je sais plus qui c'était sur l'affiche, mais il fait, mais c'est pas ma gueule et tout, quoi. Et du coup, ils ont refait l'affiche à cause des cheveux de Kurt Russell. C'était dans Last Action Hero, alors ça c'est Schwarzy. Non, ils ont laissé l'affiche telle quelle. Mais le truc, c'est qu'ils avaient prévu 3 millions de dollars. Non, mais ils avaient prévu 3 millions de dollars pour le marketing, mais ils ont tout lâché parce que comme ils savaient pas comment vendre le truc, mais ils ont laissé. La production elle est chaotique de ouf. En fait, John Carpenter il les a complètement paumés parce qu'il a fait son truc. En fait, dès le début, avec Kurt Russell et puis le mec qui joue Wang Chi, ils se sont dit bon bah en fait, ce serait bien un peu d'inverser les rôles. Car à la base c'était Kurt Russell qui devait être le héros. Non, ça a toujours été prévu comme c'était. Le film tel qu'on le voit aujourd'hui a toujours été prévu comme ça. Il n'y a pas de truc de... C'est juste qu'en 86, faire des films avec du kung-fu, des asiatiques en héros... mais ça c'était hyper novateur. C'est le premier à faire ça. Culte, en fait, c'est le premier film à faire ça. On est bien avant Matrix... Des films avec Bruce Lee et tout. Non, mais c'est américain. Des films américains dans lesquels il y a du kung-fu avec des Américains. Et c'est même John Carpenter lui-même qui le disait, mon film il est un peu trop en avance. Il était sorti 10 ans après. Quand tu regardes Tarantino avec Kill Bill et tout, tu vois, c'est vachement... Exactement, et c'est encore... fait avant, encore une fois, Tarantino, lui aussi, il emprunte les codes du cinéma asiatique, sans chier dessus, sans faire un truc complètement pourri. Il respecte en fait ces films-là, parce qu'il les apprécie, et Carpenter également. Et il fait un travail exceptionnel. Les scènes de combat, pour moi, elles sont pas vieillissantes, quoi. Non, ça c'est clair que... Ça déchire, c'est super bien filmé, c'est bien rythmé. Je suis pas fan de films d'action comme ça, mais... Les films de sabre. Avec des combats et compagnie, mais c'est super bien fait, y a rien à dire là-dessus. D'ailleurs, pour rester sur Tarantino qui aime bien les films
de kung-fu asiatique hongkongais, dans Boulevard de la Mort, le t-shirt que porte Burton, et dans le bar dans lequel Kurt Russell rentre. Dans Boulevard de la Mort. Dans Boulevard de la Mort. On voit le t-shirt en fond. de Jack Burton. Il y a le t-shirt de Jack Burton en fond. Donc il y a déjà, tu vois, Tarantino respecte aussi bien les films asiatiques, etc., mais kiffe aussi beaucoup Burton. C'est un peu le... Je pense qu'il la qualité de kiffer les films de Carpenter. Oui, je pense aussi. C'est la qualité. Il prend un peu à droite à gauche. Oui, c'est ça, mais c'est la qualité de Tarantino. C'est que le mec, c'est l'amoureux du cinéma. Et c'est comme ça que ses films, tu ressens quelque chose. Tu dis, c'est cool quoi. Le mec qui refait des plans qu'il a déjà vu dans plein d'autres films ou je sais pas quoi, mais il va pas non plus en fait totalement les pomper quoi. C'est ça. Le grand débat avec Tarantino, il pompe sur plein de films et il fait ça à sa sauce. Mais le truc c'est qu'il fait des films cool avec tout ça. Alors que là par exemple, pour revenir sur Jack Burton, Carpenter il fait pas ça pour faire un film cool, il fait ça parce qu'il a envie de mettre en avant le cinéma qu'il kiffe, donc c'est-à-dire les films asiatiques. Les films de cap et d'épée hongkongais, etc. Quoi. Mais le Shambara. Le Shambara, voilà. Ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle le Shambara parce que c'est l'équivalent du film de cap et d'épée chez nous. Et d'ailleurs, je peux citer deux films qui l'ont beaucoup influencé. Ouais, inspiré, oui, c'est plutôt inspiré. C'est donc A Touch of Zen de King en 1971 et Zoo, les guerriers de la montagne magique par Park Sui en 83. Regardez-les, ils sont très beaux. C'est des très beaux films. Tu les as vus? Ouais. J'ai pas vu moi. C'est vrai que moi j'ai pas une bonne connaissance de films asiatiques donc. Après c'est pas des films comiques hein. C'est pas des films comiques. Voilà, mais c'est aussi une volonté de Carpenter de mettre vraiment la culture chinoise en avant. Toujours une fois dans un film américain, mais bon, c'était novateur. C'était en avance, quoi, mais le public était pas prêt. Parce que c'était pas un film asiatique, c'était un film fait par les Ricains, en parlant de... Mais d'ailleurs, la communauté chinoise américaine a boycotté le film aussi. En fait, c'est parce qu'en fait, ce qui déplaisait, c'était une association qui s'appelle Chinese for Affirmative Action, qui n'aimait pas la représentation qu'ils faisaient des Asiatiques parce que c'était un regard blanc sur une communauté, et qui trouvait que c'était une façon raciste de dépeindre les Asiatiques. Mais quand tu regardes le film, à aucun moment, le film se moque des personnages asiatiques. Le seul personnage dont on se fout, c'est Jack Burton. C'est le seul personnage où tu dis, putain, il est pas sérieux, quoi, c'est pas possible. Alors que les autres, ils sont tous à fond dans leur truc, et lui c'est juste un Jack Burton, c'est pas un parasite, mais qu'est-ce qu'il fout là? Même lui il se demande, t'as du mal à le prendre au sérieux. Même lui il le dit, qu'est-ce que je fous là? Il se prend pas au sérieux lui-même parce que tu sais quand il se met du rouge à lèvres et tout. Non mais c'est n'importe quoi. Il se met pas du rouge à lèvres, il l'embrasse. C'est quand il embrasse le personnage de Catra. Et non, et puis aussi il y a une. Elle est trop bien cette scène. Non mais c'est génial quoi, parce qu'il est là avec son Uzi, avec son espèce de petit maquillage à la geisha, tu vois. C'est débile. Puis il tire au plafond avec son Uzi, il y a tout qui tombe sur sa gueule. Oui, il y a ça, ou à un moment donné quand Wang Chi lui demande est-ce que t'es prêt, et Jack Burton il disait non mais je suis déjà prêt dans le ventre de ma mère, tu vois. Tu vois le mec il est vraiment trop, c'est vraiment le ricain, tu sais, genre je suis gros bras, je suis trop vaniteux, mais il fait rien. Quand il dit ça après il est trop en retard dans l'action. Mais oui, il est jamais. À tout le monde et lui il arrive et il y a rien en fait, il fait fini quoi. Exactement, il fait que pousser un cri. Du coup, comme on avait parlé JL ensemble avant que je le remette à nouveau, j'ai relevé les passages où il était utile. Attention. Donc il a quand même servi à quelque chose. Il a servi à quelque chose. Il conduit son camion à la fin. Non, au tout début, quand ils sont à l'aéroport et qu'il y a la fiancée de Wang Chi qui se fait enlever, ils sont dans le parking comme ça. Et il y a le gang de punk qui leur fonce dessus avec une voiture de sport de l'époque quoi, donc qui ressemble à rien, ça ressemble à une Fiat Multipla étirée. Et ils foncent comme ça, et ils restent comme ça bloqués en fait devant la voiture qui leur fonce dessus, comme si c'était deux cerfs qui regardaient les phares de la bagnole. Et là, il y a Jack Burton qui fait il pousse Wang Chi et ils se roulent tous les deux sur le côté. Il lui sauve la vie. La première fois. Mais oui, parce que c'est son pote. Mais oui. C'est normal. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de voitures dans le film, on peut apercevoir Christine dans le film. Exactement, oui, Christine, qui était le film précédent réalisé par Jack Carpenter. Alors, c'était pas le précédent, c'était...
Non, c'est pas le précédent. C'est pas le précédent direct. C'est un film qui précédait. C'est qu'il précédait Jack Burton. Ah, il est chiant. chiant. Il est chiant. Ah là là, il est chiant. Ouais, les cahiers du cinéma, ça va. Ouais, ça va, c'est bon là. Non, on a les cahiers du cinéma avec nous là. Ça va aller là. Par contre, j'ai pas trouvé de trucs sur Carpenter dessus. Il y a eu du cinéma. C'est eux, genre, s'ils en parlent jamais. Oui, non, le mec il fait des masterclass maintenant à Cannes. Oui, parce qu'aujourd'hui il est reconnu, mais à l'époque c'était compliqué. Hein. Ah, d'ailleurs, bah tiens, on va parler un petit peu de sa filmographie là. Alors, la filmographie, oui. Et sa vie. Ce qu'on peut replacer, avant de parler de Carpenter aussi, c'est parce que c'est quand même un point culminant dans la carrière de Carpenter. Parce que Carpenter, juste avant, avait fait Starman, qui avait valu une nomination aux Oscars pour Jeff Bridges comme meilleur acteur. Premier, et je crois que seul film romantique qu'il a jamais fait. C'est un aveu qu'il a fait, il a dit oui, j'aime bien les histoires d'amour. Mais tu sais pourquoi il a fait ce film-là? Il a fait ce film-là parce qu'en fait il avait fait. Une meuf. Non. Ça non. Il n'y a pas de problème comme ça chez John Carpenter. Il n'y a pas de. C'est pas. Non, en fait, le truc, c'est qu'il avait sorti The Thing, qui a été un four complet, et qui est génial, et qui était sorti en face de E.T. Et E.T., ça avait tout raflé, quoi. En 82. En 82, ouais. Et du coup, Carpenter a dit, ouais, mais bon, les extraterrestres, c'est pas que des trucs gentils. Bon, si vous voulez un truc gentil, moi, je vous en fais un film comme ça, tu vois. Donc, il a fait Starman en réaction à The Thing. Bah, c'est qu'il avait pas eu trop le choix non plus. Pour faire Starman? En fait, quand il a fait The Thing, il s'est complètement planté. Il a pas sorti au bon moment, on va dire. C'est un peu l'histoire de loin de là. Non, c'est pas que le film est nul, mais The Thing s'est planté parce que c'est un film qui est beaucoup trop nihiliste. Et donc après pour avoir à nouveau la confiance des studios, il a dû faire des trucs un travail un peu plus consensuel. Donc il a repris Stephen King à l'époque, il était un écrivain qui était quand même très populaire, et donc il a sorti Christine, qui est loin d'être mauvais. Qui est sympathique. Je l'ai pas rematé depuis, mais. Bah je l'ai, on le regardera ensemble. On regardera tous les deux. En se caressant avec Ah oui, on se tiendra la main. Ouais. Et en buvant du sans-plomb. En buvant du sans-plomb. Et donc après il y a eu Starman quoi. On va dire il a rempli le contrat. Puis ces deux derniers films là ont plus ou moins marché. Là on lui a dit tiens, vas-y on te file 25 millions, on va faire une sorte de trilogie à la Indiana Jones quoi. En fait, il a juste sorti son putain de doigt, son gros doigt majeur, là, il a fait « je fais ce que je veux d'abord », et il a fait ce qu'il voulait, et ça a pas fait une trilogie du tout, hein, mais... Non, mais oui, parce que justement, tu l'évoquais tout à l'heure, JS, c'est que Jack Burton, ça s'est complètement vautré, quoi. Ah ouais, ils se sont plein remboursés, je crois. Non, mais il a rapporté 11 millions aux États-Unis sur 25 millions de budget, voilà. Donc mais dû aussi un petit peu aux studios qui ont pas voulu rallonger pour certaines scènes et qui ont tout pris en fait sur la partie communication. Une semaine avant, imagine. C'est genre ils ont fait bon bah il y a le film qui va sortir. Mais comme je disais aussi là tout à l'heure quand je parlais des forcément ça va pas d'Harry Dealer là qui distribue le film. Ouais. Le truc c'est que quand Jack Burton est sorti, il y a quelques jours, genre une quinzaine de jours après, sortait Aliens de James Cameron et la Fox n'en avait plus rien à foutre de Jack Burton. Donc du coup sorti quoi, et ils sont concentrés sur James Cameron quoi. Bah oui, bon, et si on refait un petit peu le tour de la carrière de Carpenter, et c'est Halloween qui l'a propulsé au début. Oui, enfin c'est vraiment à partir d'Halloween que les gens ont commencé à s'intéresser à lui, parce que comme c'était le premier film indépendant qui avait rapporté un fric monstre, c'est ça. Bah, les gens se sont dit oh tiens c'est pas mal ça. Donc il a été un mec, tu sais un peu la Peter Jackson, c'est-à-dire que il fait des films avec 3 francs 6 sous, ça rapporte un fric monstre, c'est intéressant pour nous ça. Mais le problème c'est que t'es face à quelqu'un qui est pas un yes man quoi. John Carpenter a dit non, moi si je pouvais tout faire sur le plateau, je le ferais. Il fait sa BO, il fait ses propres musiques, c'est lui qui fait les repérages sur tous ses films. Voilà, il n'envoie pas une équipe détachée pour. C'est lui-même qui va sur place pour voir. Il avait fait pour par exemple le film The Fog. Il est en Antarctique pour The Je pense qu'il était en Antarctique pour poser sa caméra. Je pense pas que ça a été tourné là-bas, mais. Ah c'est vrai et tout. Bah ça n'existe pas les studios. Ça n'existe pas les moves comme ça, ça n'existe pas. JL enfin c'est du cinéma. Ah bon? Oh merde alors. Donc oui il est allé en Antarctique et on dit mais qu'est-ce qu'il fait froid dans ce pays, c'est incroyable. Le Prince des Ténèbres. Oui, alors le Prince des Ténèbres qui embarque une bonne partie du casting de Jack Burton d'ailleurs. Je n'ai pas vu. Mi-figue, mi-raisin. Exactement comme toi, pareil. C'est-à-dire que j'aime bien, mais il y a des trucs. Je sais pas pourquoi, les trucs ça me fait chier en fait, je sais pas pourquoi. C'est vraiment pas le Carpenter que je kiffe. Il y a le. Mais il s'inscrit. Psychologue de Halloween. De Halloween. Oui, le Dr Loomis. Dr Loomis, c'est ça. Mais par contre, le film s'inscrit dans sa trilogie de l'Apocalypse. C'est ça. Oui, qui contient The Thing, je crois, The Thing. Prince des Ténèbres, et je crois que le dernier c'est l'Entre de la Folie. Ces films-là n'ont rien à voir les uns avec les autres en plus. Non, mais c'est en fait ça parle de la fin des temps. C'est parce que ça chacun parle de la fin des temps en fait. À chaque fois, c'est une thématique qui
Mais je crois qu'il y a que le public Ouais, alors, qui appelle ça la quand trilogie. on m'a vendu cette trilogie de l'Apocalypse, je me suis dit, ouais, il y a l'Antre de la Folie, que je surestime ce film. Il est génial. C'est grave fou. Et je vois Le Prince des Ténèbres que j'ai jamais vu, je me dis, ah tiens, ça fait partie de cette trilogie là. Intéressant. Le Prince des Ténèbres, bah là, Ouais, t'as pas senti le lien, ouais. Mais c'est vrai qu'il est un peu mou, quoi. C'est pas une question de lien dans l'histoire, c'est que le film n'est pas top. Bah, il est mou. Ah, c'est une question de budget selon l'époque. Non, Non, parce que Carpenter, les problèmes de budget, il n'y a jamais de problème de budget avec Carpenter, parce qu'il arrive toujours avec. Il s'en sort. Un truc à 10 000 $, il te fait passer ça pour un truc à 50 000. Donc c'est pas problématique. Non, je parle en millions, faut parler en millions. Oui, non, mais c'était pour donner un exemple. Tu as bien compris ce que je disais. Il est fait avec 10 000 balles. Avec 10 000 balles. Bon, en tout cas, c'est vrai que là, on remarque qu'il fait pas mal. Il arrivera très bien d'ailleurs. Il a fait pas mal de genres différents en fait. Déjà, quand on arrive à Jack Burton, il a fait un film d'horreur, un film plutôt romantique et un truc un peu comédie d'action quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'il est toujours souvent rattaché à l'horreur quand même. Hein. Il est souvent rattaché au fantastique. Oui, mais il a quand même voulu aller dans d'autres genres. Quoi. Oui, il essaye de faire. Mais oui, après, oui, c'est sûr. Des genres différents. Mais c'est vrai que moi, je pense que c'est vraiment à partir de Burton tu sens même dans ses films d'après, tu sens qu'il y a toujours une espèce de colère. Ouais. Il y a quelque chose qu'il aime pas quoi. Je pense qu'il doit peut-être en parler dans Invasion de Los Angeles finalement. Exactement. Ouais. C'est son message. C'est l'un des films les plus politiques qu'il ait fait quoi. Invasion Los Angeles et qui est génial, qui a dû coûter 4 millions, pas 10 000. Et justement, il avait fait une remarque dessus. Il dit putain, quand on file un budget de ouf, mes films se plantent. Et quand j'ai un petit budget, les films rapportent un truc pas possible. Et deviennent cultes. Il dit bon bah du coup, je vais rester comme ça. Ouais, mais le truc c'est que après coup, en fait, même ces films qui ont coûté beaucoup de pognon par rapport aux autres. Un bras. Qui deviennent quand même vachement cultes. Je veux Oui. dire, The Thing, le film c'est complètement planté, c'est ultra culte. Non mais la plupart de ces films sont des films cultes, la plupart. Tu prends toutes les années Après, 80 et VHS, toutes les années 90, tous ces films sont Mais cultes. John Carpenter, c'est une référence dans le cinéma, dans le cinéma de science-fiction et d'horreur quoi. Ouais, il le restera, et pas seulement dans le cinéma, dans la musique Dans la musique aussi. Non, je voudrais juste revenir un truc sur Invasion Los Angeles, qui est donc son film le plus politique, comme tu disais, qui est vraiment le plus anticapitaliste. Hein. Il dénonce plutôt les studios aussi. Les studios, Ouais, mais studios, ça va dans le capitalisme aussi. Évidemment. Aussi, à noter le film qui contient la bagarre la plus longue du monde. Les patates. Mais ses lunettes. Mais ses lunettes. Mais non. C'est le personnage. Même moi, je m'étais fait la réflexion quand j'avais vu le film petit, je me dis putain, c'est un peu long là. Parce que les mecs se tapent pendant au moins 5 minutes quoi. 5 minutes, des patates de foin. Mais attends, t'as vu les deux colosses que t'as en face. En plus, le personnage, le héros, j'ai plus son nom, mais Roddy Piper, ouais. Le nom de l'acteur, oui, Roddy Piper. Et est un ancien catcheur, donc bon, c'est un beau bébé quoi, tu vois. Wait! Hey! You better find yourself someplace to hide and keep praying nobody ever finds you. Try these on. Look, you crazy mother. Put these on. Hey! Stay away from me! I'm telling you, you dumb son of a... Et surtout dans ce film, donc le personnage à un moment donné découvre la vérité qui se cache. Je vais pas spoiler plus que ça, mais il découvre une vérité et notamment un mot qui s'appelle obey. Il y a pas que ça, il y a plusieurs messages. Il y a paye. Et qui est devenu une marque qui a été récupérée par un artiste et qui est devenue la fameuse marque. Parce que ceux qui voient des t-shirts avec marqué Obey, avec une espèce de tête de caricature, etc., ça vient de John Carpenter. Il y a pas mal de gens qui le savent pas. Et Ils n'ont pas le sachoir. Ils n'ont pas le sachoir. Tu vois, même moi je me plante à force de lire des merdes. Et surtout que donc c'est son film le plus anticapitaliste. Mais ce qui est quand même dingue, c'est qu'à côté, John Carpenter qui derrière se dit ouais, moi j'aime bien quand les mecs font des suites d'Halloween ou des remakes parce que moi comme ça me permet de faire un gros chèque. Ouais, mais quand même vous avez critiqué il dit non mais attendez, moi je suis américain aussi. Faut pas oublier quoi. Donc j'ai grandi dans cette truc là. Donc c'est que lui-même est déjà quelqu'un de très ironique. C'est-à-dire qu'il va critiquer ça, les années Reagan, dans Los Angeles. Il critique aussi par rapport à son expérience de Hollywood. Il y a ça aussi, puis c'est quand même quelqu'un qui assume le fait aussi d'en être un, mais d'en faire la critique, quoi, tu vois. Donc il y a quelque chose de très ironique chez lui, un peu comme ses héros d'ailleurs, qui sont aussi des anti-héros et très souvent cyniques. Snake Plissken à la fin de New York 97, il fait un gros doigt pour envoyer chez tout le monde. Ouais. Jack Burton qui n'embrasse pas l'héroïne à la fin du film et qui se casse directement et qui... Ah ça m'a... Ah j'ai été triste, moi scandale quoi, j'ai levé la table. Tristesse. Justement c'est ça qu'il fallait casser des cadres aussi. Oui c'est ça, mais... Il faut casser des cadres, pas des tables. Même récemment en fait, si tu reprends ce qu'il a dit lui-même de sa carrière, John Carpenter,
Pour lui, en fait, il se positionne comme l'anti-Spielberg. Oui, mais c'est oui. Toute sa ça, carrière c'est s'est opposée en fait à ce qu'a fait Spielberg. Petit budget, des films pas joyeux, des films qui vont pas forcément t'amener de la joie, même si finalement les aventures de Jack Burton, c'est hyper réconfortant. Tu sais, quand Oui, tu oui, vois, c'est un vrai bonbon. C'est un bonbon. C'est un vrai bonbon ce film. C'est pas un film qui va te faire rêver ou quoi, tu vois, c'est divertissant, c'est drôle et tout. Ouais, mais c'est pas de Spielberg qui veut t'amener C'est un peu super comme une loin. panne de c'est pas les mêmes émotions C'est pas du les tout. mêmes intentions déjà. C'est pas les mêmes émotions. Oui, mais il l'avait dit aussi pour la prod, du coup, comme j'avais dit, qu'ils avaient pris donc l'illustrateur d'Indiana Jones, donc produit par Spielberg, pour faire la fiche de Burton. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup quand même à ce que pourrait faire Spielberg, mais Carpenter avait dit non mais moi je vais pas faire du Spielberg encore quoi. C'est dit ça existe déjà, moi je vais essayer de créer autre chose quoi. C'est vrai qu'il s'est vraiment mis en opposition par rapport à Spielberg. C'est lui ou c'est un peu les studios qui l'ont. Non, c'est lui-même. Non, c'est lui-même qui se positionne comme ça parce que forcément Spielberg est assez puissant quand même à Hollywood. Et il était déjà à l'époque. Il voulait un mec qui veut un deuxième Spielberg ou Oui, voilà, sur une espèce de Spielberg, mais le truc c'est que Carpenter c'est un mec qui a une forte tête quoi. Parce que Spielberg c'est pas un yes man non plus quoi. C'est pour ça que je te dis qu'il est très puissant aussi. C'est un mec qui sait se servir du fric et oui, se servir du studio. Après, on dit pas ça pour dénigrer Spielberg, parce que moi j'aime beaucoup Spielberg aussi. Mais c'est vrai que par rapport à tu compares Carpenter à Spielberg, c'est vrai que tu peux mettre des liens entre les deux. C'est vrai qu'il y a un côté où Spielberg va dire non mais les émotions humaines c'est plus important et la famille et les amis etc. Oui, et Carpenter qui dit la société c'est de la merde quoi. Bien sûr. C'est pas du tout le même truc. Mais en tout cas c'est des mecs qui ont le même âge, sont de la même génération, ils ont grandi avec les mêmes trucs. Mais sauf que t'en as un qui est un peu plus vénère que l'autre quoi. Bien sûr. Il y en a un en fait il est plus consensuel, Spielberg, et puis en fait Carpenter lui il est du genre non c'est mon cinéma, c'est ce que j'ai envie de faire un film d'horreur comme ça, tu fous pas quoi. C'est en fait c'est pour ça que ce mec là est comme ça. Sauf lui il va mettre pognon dedans mais sauf tu vas pas toucher à son film. Oui, il le fait comme il le veut. Oui bien sûr, oui. Il a la même intention que. Mais comme c'est plus consensuel, forcément ça va plus dans le sens des studios en fait. Oui, alors que tout à fait. C'est ça par rapport à ce qu'il écrit, voilà c'est ça. C'est sûr que ça va plus dans le sens des studios alors que Carpenter va pas du tout dans le sens des studios. Non mais c'est toujours été un peu un personnage, une sorte d'ovni dans le cinéma ce mec. Et c'est pour ça en fait que rétrospectivement, quand tu regardes toute sa carrière, tu peux que t'incliner. Du coup, on va regarder Los Angeles 2013. Mais il est trop bien. Non, il est nul. Mais je sais celui-là, il est nul. Non, mais je déconne. Ghost of Mars. Il est sympa, Ghost of Mars. J'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu? Il est sympa. Il y a The Fog aussi, je crois. Oui, celui-là, il est en 80. Il est sympa, mais il est un peu mou. C'est en 80. Ouais, c'était 80. Et non, mais il y a un dernier, je dis dernier, le remake de The Fog, peut-être il y a 12 ans, 13 ans, tu vois, que Carpenter il a fait, je crois qu'il a fait son remake, enfin je dis peut-être une bêtise, mais Carpenter il a fait un film genre post-2000. Oui, c'est The Ward. The Ward. Ouais, l'hôpital de la Terreur. The Ward avec Amber Heard. Écoute, moi je l'ai vu récemment. En fait, c'était pas trop mal. Ah ouais, c'est sympa. C'est une sorte de huis clos. Non, tu vois. J'ai jamais vu. Ça c'est pour jamais vu. Ghost of Mars, c'est pour ta culture personnelle. C'est vraiment genre, c'est bon, je l'ai vu. Et c'est bizarre parce que c'est un film, quand tu le compares aux films de SF qui sont sortis à l'époque, c'est un film fin 90. T'avais des films de SF qui avaient un peu plus de gueule quand même. Et là, Ghost of Mars. Ouais, Ghost of Mars, il fait daté. 2001, déjà même. Oui, voilà, 2001. Ah, c'est encore ça. Il fait ultra daté. Ah ouais. C'est vraiment les maquillages et tout. Ça a la gueule d'un film des années 90, mais genre le début quoi, des années 90 quoi, tu vois, et il fait un peu daté quoi. On l'avait pas vu au cinéma celui-là. Non, on l'avait pas vu au cinéma. Non, on l'avait loué à Vidéo Future celui-là. Je n'irai pas. Ils se vengent de quiconque essaye de s'installer sur leur planète. Aucun de nous n'en sortira vivant si on ne se serre pas les coudes. Jamais je donne ma parole. Je ne passe jamais de marché avec des escrocs. John Carpenter, Ghosts of Mars. Pour eux, nous sommes les envahisseurs. Attention! Allons-nous expliquer au cartel que la planète Mars a été envahie par des fantômes? On a loupé le village des damnés. En 95,
Si, tu l'as vu, Yann. Si, tu l'as vu, Yann. C'est parce que le film est tellement chiant que tu t'en souviens pas. Bah pourtant le pitch est cool quoi. Et surtout que... C'est le 4e film de la trilogie de... Non, il y a aussi un autre truc qu'il faut noter, c'est parce que dans le Village des damnés, qui est un remake, l'original est sympa, hein. L'original est très sympa, il date des années 50, il est très très cool. Il est un peu vieux, mais il est sympa. Dans le Village des damnés, ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est le dernier rôle de Christopher Reeves où il est debout. Parce que après Christopher Reeves, qui avait joué donc Superman, a eu son accident de cheval qui lui vaudra d'être handicapé jusqu'à la fin de ses jours. Et donc c'est le dernier film où tu peux voir Christopher Reeves en action. C'est très bizarre de voir Christopher Reeves dans un film de Carpenter qui est un peu horrifique et tout, etc. Et debout surtout. Mais le pauvre quoi, le Superman. Le mec il a joué l'homme le plus fort du monde, l'homme d'acier, et il a fini en chaise roulante. Ça c'est pas ironique ça. Oui, donc depuis tout à l'heure on essaye d'évoquer Vampire, que j'avais vu au ciné à l'époque. C'est un vrai film de cow-boy contre les vampires. Southern Vampire. Ouais, c'est très Southern gothique et tout. Qui est cool dedans. Ouais, James Wood qui est très très cool, qui est très méchant et très méchant. Et il y a une petite critique un peu du christianisme aussi. Le basculement du prêtre qui est innocent au départ. Oui, et qui se badifie. Et qui arrive à la fin avec son fusil à pompe. Et qui se menace de se flinguer, genre qui flingue le grand prêtre qui fait la cérémonie et dit vas-y maintenant, vas-y. Ouais, j'avais trouvé ça. Ouais, c'est une image qui est très très forte où tu vois le prêtre se foutre le fusil à pompe dans la gorge, enfin à côté de sa gorge. Tu dis genre oh la vache quoi, c'est. Et t'as le mec qui est James Wood qui est cloué là, qui dit vas-y, fous-toi de sa gueule et tout. Ouais, vas-y, nique-le et tout. Non, très très cool ce film. Il y a eu une suite en 2002. Carpenter produit lui-même avec un de ses amis d'enfance qui s'appelle Tommy Lee Wallace. Qui est à la réal, hein, c'est lui qui réalise, c'est son pote d'enfance. Ouais. John Bon Jovi qui joue dedans. Il n'y a aucun lien avec le premier, c'est une suite pour parler des vampires. Et dedans. Non, mais il y a John Bon Jovi dedans, il faut que je vois ce film. Moi je l'avais vu ce film et j'en ai aucun souvenir. Ah, tu l'as vu, ouais. J'ai vu, j'avais loué à Vidéo Future aussi. Vampire 2 Vampire 2, ouais. Il y a même Vampire 3. Hein. Et il y a Vampire 3 aussi, ouais. 5. Mais faut que je vois tous. Mais j'ai beaucoup de films à voir. Ah oui, on a trop de trucs. Mais c'est ça la trilogie de l'enfer. C'est ça. C'est Vampire 3, la dernière éclipse du soleil. The only choice left is how to die. Slow and painful, or quick and easy. John Carpenter's Vampires, Los Muertos. Alors, aussi, là, pour revenir, donc tu évoquais Tommy Wallace. Tommy Wallace, c'est un ami d'enfance de John Carpenter. Ils se sont rencontrés dans le Kentucky, à Bowling Green, ville dans laquelle a grandi Carpenter. Ils faisaient des reprises des coups des années 60, ils avaient monté un groupe de rock tous les deux, et tout, etc. Donc c'est lui qui a réalisé donc, le mal-aimé Halloween 3. Ah oui, c'est lui qui a réalisé celui-là. C'est celui où il n'y a pas du tout Michael Myers, une histoire de complotisme. Oui, c'est ça, et on tue des enfants. On tue des enfants. Tabou filmique s'il en est. Et du coup, Tommy Lee Wallace a aussi réalisé, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il a réalisé. Il est revenu, qui est l'adaptation de Stephen King en 2 parties. L'adaptation pour la télé de l'époque, hein, des films. J'ai trouvé trop cool cette adaptation. Et voilà, donc c'est Tommy Lee Wallace qui participe à la bande originale de Jack Carpenter. Quoi? C'est pas John Carpenter qui fait tout avec ses petits doigts. Alors, il fait. Là, il participe. Non, en fait, ça c'est Tommy Lee Wallace. Il a créé un groupe qui s'appelle Coupe de Ville. Avec un pote à lui qui s'appelle Nick Castle aussi, un ami d'enfance. Alors Nick Castle, c'est un ami de fac de John Carpenter. C'est lui Michael Myers dans Halloween. Voilà. Et donc, un groupe, la chanson générique de Jack Burton, c'est une chanson de ce groupe-là qu'il a formé avec ses 2 potes en fait. Je me disais bien, elle sonnait un peu plus rock. Coupe de Ville, ouais. Il y a même un clip qui existe. Il y a un clip où tu vois. Pork Chop Express. On va regarder ça. C'est parti. Il y a un clip, on va le mettre, et donc tu vois John Carpenter qui joue avec une basse. Ils sont en studio et ils ont peur de la magie. Oui, c'est-à-dire qu'ils font devant des bobines, des écrans, et donc il y a de la magie asiatique. Machin, et donc t'as John Carpenter qui chante avec sa voix la plus grave. Il chante très bien d'ailleurs. Et qui chante très bien d'ailleurs. Très New Wave 80 quoi. Ouais, il y a un côté très New Wave. Un peu anglais, je trouve ça. C'est plutôt sympa. C'est très anglais, ouais. You can feel the wind is rising, baby, now the truth is here. Out of the dark they're coming, baby, all the things you fear.
la BO elle est composée, tu disais JL, il a pas fait tout seul hein. Pour la nouvelle Jack Burton, c'est avec Alan Wars qui a bossé avec lui pour Christine, Invasion LA et tout. Il a fait aussi Halloween 3 mais ça c'est pas Carpenter du coup. Carpenter il produit seulement, il fait que la production. Parce que Carpenter il a pas fait, c'est pas lui qui a fait la BO de The Thing, par exemple, Starman ou The Thing c'est The Ward et l'aventure de l'homme invisible, c'est pas lui. C'est le seul film qu'il a pas fait. Mais c'est vrai que la plupart du temps, Jack Carpenter fait ses propres vélos parce qu'il l'avait fait par souci de budget. C'est un artisan. C'est un artisan, un charpentier, un Jean Charpentier de la musique. Parce qu'il veut tout faire. De toute façon, il avait déjà dit que s'il pouvait tout faire sur le film, il le ferait. Bon bref. Et du coup, c'est lui qui compose tout. Parce qu'il faut savoir aussi que le papa de Jack Carpenter était professeur de musique. Il l'avait initié un peu au violon. Carpenter se dit pas musicien à l'époque, il dit ouais, bon, moi je vais faire un peu de clavier vite fait. Oui, voilà, c'est ça quoi. Je fais un peu de film vite fait. Ouais, je fais un peu de cinéma. Arrête de faire le mec. Arrêtez. C'est toi qui as composé la BO d'Halloween. Oui, la BO d'Halloween qui est super. Non, il disait ouais, je suis pas musicien, je bidouille sur mon clavier. Il y a quand même une culture musicale quand même quoi. Il s'est initié au piano, à la guitare. Comme on disait, il a fait un groupe avec Coupe de Ville, ouais. Coupe de Ville ou Kaleidoscope, le groupe qu'il avait monté avec Tommy Lee Wallace. À force de faire toutes ces BO et tout, etc., il y a forcément des trucs qui sont restés un peu dans ses. Il a sa patte musicale. Il a sa patte musicale quoi. Déjà, c'est déjà installé avec Halloween, le thème est tellement repris. Est-ce que tu pourrais nous le chantonner? Donc oui, le truc c'est que l'avantage il tape fort avec ce thème-là de Halloween. Quand tu commences un film de Carpenter, tout de suite la musique elle commence. Avant même le générique, avant même les titres ou ce que tu veux, et tu sais tout de suite que t'es dans un Carpenter. Parce qu'il y a toujours une espèce de style un peu rock. Oui, quand on commence l'Antre de la folie, ça commence par un morceau composé par Carpenter qui est très rock. Tiens, qu'est-ce que c'est? Mais tu sens que c'est lui, quoi. Ouais, c'est lui. Et c'est ce qui fait. C'est pour ça qu'on en parlait un peu avant du fait que c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, mais du fait que quand tu fais ton film et tu fais ta musique, ta personnalité rejaillit complètement à l'écran, quoi. Et quand tu regardes un Carpenter, tu sais que tu regardes un Carpenter, parce que c'est la musique, l'image, comment c'est fait. T'es tout de suite embarqué dans son truc. C'est hyper personnel ce qu'il fait, quoi. Surtout quand tu fais de la musique. La musique, tu donnes un peu de toi, quoi. Tu vois. Donc Et c'est hyper important qu'il ait pu faire ses BO jusqu'au bout, même s'il les a pas toujours fait, mais en tout cas, ça lui donne vraiment une patte au film. Resituer en fait le film, donc notre sujet principal qui est donc Jack Burton, en 1986. Qu'est-ce qui s'est passé? On a déjà évoqué en fait certaines sorties du film, mais il y a aussi d'autres choses qui sont passées. Alors, j'ai sorti ma petite liste parce qu'on a plusieurs films qui sont sortis cette année qui étaient prolifiques. Donc en matière de films cultes, nous avons 9 semaines et demie. Avec Kim Basinger et Mickey Rourke. Mickey Rourke était très beau gosse à l'époque. Très beau gosse, il n'avait encore pas de problème de faciès. Il n'y a pas de problème de faciès. Mais vous savez pourquoi il avait des problèmes de faciès? Il a voulu se lancer dans une carrière de boxeur, sauf qu'il était nul. Et il n'arrêtait pas de se faire casser la gueule. Et en fait, le visage a été ruiné. Et du coup, il a dû faire la chirurgie esthétique pour essayer de rattraper le massacre. Ah, c'était ça. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, quand tu vois Mickey Rourke, il a l'air boursouflé de partout, mais c'est parce qu'en fait, c'est des restes de carrière de boxeur de merde qu'il a fait. C'est surtout la chirurgie esthétique. Et la chirurgie esthétique. Il y a des boxeurs qui ont encore des gueules. Ouais, c'est ça. Mais Mickey faire de la chirurgie esthétique sur un mec qui s'est fait boxer la gueule, c'est quand même un peu. Parce que Mickey Rourke à l'époque, c'est vraiment une belle gueule, quoi. C'est vraiment un beau gosse, quoi. C'est un vrai beau gosse. Mais alors là, aujourd'hui. Film culte de culte de culte, Aliens, le retour. Ah oui. James Cameron, qui nous met une Sigourney Weaver derrière au possible, maman avec sa petite Newt. Oui. Et
Get away from her, you bitch! Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. Tout est dit, quoi. Tout est dit, c'est le personnage est bien posé, quoi. Vasquez, on a aussi Michael Biehn dans ce film, Ouais. qui est excellent. Enfin, tout est excellent. Michael Biehn qui est père de John Connor dans Terminator. Kyle Reese. Kyle Reese, voilà. Ensuite, dans un registre beaucoup plus gentillet, mais qui n'en est pas moins culte, on a La folle journée de Ferris Bueller. Ah oui, moi j'adore John ce film. Hughes, Ah, avec ouais. Matthew Broderick. Regardez ce film. J'ai pas vu. On en parlait T'as hier. jamais vu Ferris T'as Bueller? jamais vu? En fait, ça raconte l'histoire d'un gamin qui décide de sécher les cours. Et qui passe Il une embarque journée son avec meilleur pote, et il embarque son meilleur et pote sa qui est meuf. coincé comme c'est pas possible et ça À s'éclater comme un et sa meuf et ils vont s'éclater toute la journée à Chicago. C'est un feel-good movie que Ok. on en fait. Ok. Et donc ça, c'est toujours les années 8-6. C'est les années 8-6. Les années 8-6. C'est ce que tu as à la main d'ailleurs. Ensuite, nous avons Quelle notre horreur, Christophe Lambert national qui fait Highlander. Ah, Et Highlander. alors là, la musique, tout. C'est un phénomène, c'est génial. Highlander, ça tue tout, sauf tout ce qu'ils ont fait après. Sauf Cette Christophe série. Lambert. Non, Christophe Lambert est très bien. Ouais. Avec son rire. Nous avons, après La Mouche, nous avons Platoon. Ah, tout, ouais. Platoon. Qu'est-ce Les grands films de guerre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Platoon, un William Defoe. Voilà, dans un final héroïque, apocalyptique, tout ce que tu veux. Johnny Depp aussi qu'on voit. Johnny très peu. Depp, Johnny Depp, on voit au début qui est très peu. On l'a très peu au début, quoi, en fait. Qui est un écarter, second rôle dans ce film. Et donc, après, en film culte, nous avons Stand By Me. Stand By Me, l'adaptation de Stephen King, et que je n'ai jamais vu. Tu n'as jamais vu? Que j'ai jamais vu. C'est sur. River Phoenix, Oui, River Phoenix. Jerry O'Connell. Il Il faut qu'on regarde ce film. Un jour. Mais oui, je sais. Je l'ai jamais vu non plus. Mais alors, il est sur ma liste. Moi non plus, je l'ai pas vu. Ah mais c'est vraiment un film d'été quoi, c'est des gamins qui se font chier dans une Amérique un peu campagnarde on va dire, etc. et qui partent à l'aventure, et qui trouvent un cadavre, etc. Et c'est vraiment Stephen King qui raconte son enfance quoi. Et si on mettait sur pause et on se le matait? Bon, Allez, on y va. Allez, l'épisode il va juste durer 4 heures, c'est pas grave. Et nous avons également L'envol de Tom Cruise avec Top Gun, qui reste un film culte malgré sa médiocrité. Oui. C'est de la merde comparé à Hot Shot. Hot Shot qui est un très bon film. Non mais Top Gun, le problème c'est que les combats aériens tu comprends rien, et surtout il y a un truc c'est que Top Gun c'est dans le top des meilleures histoires d'amour. Parce qu'en fait, le truc c'est que dans le film, si tu te rends compte, c'est que l'histoire d'amour, elle est entre Val Kilmer et Tom Cruise. Parce qu'en fait, ils sont toujours en train de se chercher. Oui, tous et à les la fin deux, ils se kiffent. Ouais. Et ils se kiffent trop, tu vois. Ouais, et c'est vraiment le film le plus gay-friendly que tu peux voir. Quoi. Après, avec la tension amoureuse qu'il y a entre les deux personnages au début, enfin, la fille, je sais plus comment elle s'appelle. Oui. Ouais, c'est intense au début, ouais. Moi, j'ai écrit. Ouais, c'est intense quoi. Mais arrêtez, c'est juste le bro code là que vous ne comprenez pas. Mais non, l'ambiance du film est cool, ouais, en tout cas. Elle est Oui, top, bien elle sûr, est top. c'est carrément années Et- 80, et avec une BO géniale. Une BO géniale, Ouais, c'est et cool. une musique très cool, Take My Breath Away. Et donc, cette catégorie film culte se conclut ici. Alors, savoir que ces films-là sont cultes soit parce qu'ils sont bien, soit parce qu'il y a Tom Cruise dedans. Ouais, c'est Tout ça. simplement. Ensuite, nous avons des films d'horreur qui sont sortis en 86. Ah oui, 80 en plus, c'est une grande année pour les films d'horreur. Et nous avons donc Critters, le premier. Oui, il y en a Dans 4 lequel- hein. Oui, il y en a Et j'ai les beaucoup. 4 Alors, DVD. C'est les petites bouboules là qui. Oui, c'était en réaction aux Gremlins. C'est ça, oui, 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 c'est- vas-y. c'est ça, oui, c'est une espèce de Critters génie. qui était visionnaire. Je ne sais plus dans lequel, le 3 ou le 4. Il y a Leonardo DiCaprio. Dans qui le 3, apparaît. c'est dans le 3, il y a Dans le 3. Leonardo DiCaprio, il est tout jeune, hein, c'est un Et gamin. ben dans le premier, il y a Billy Zane. Et Wow. Billy Zane et Leonardo DiCaprio qui vont dans se Titanic. retrouver Dans plus Titanic. tard dans le succès qui est Titanic. Exactement. Incroyable. Incroyable. Tout est lié. Film d'horreur, nous avons donc Massacre à la tronçonneuse 2 de ce cher Toby. Le petit Toby Hooper. Hooper. Qui est un peu comme Evil Dead. C'est-à-dire que Evil Dead, le premier est très premier degré, le deuxième c'est une comédie. Et Massacre à la tronçonneuse, le premier c'est un truc très premier degré, et Massacre à la tronçonneuse 2 c'est une comédie. Avec Dennis Hopper, avec la famille de cannibales en fait qui veulent gagner un concours de chili. De chili con carne, mais sauf que leur chili con carne contient de la viande humaine, etc. C'est n'importe quoi, t'as Dennis Hopper qui est en roue libre totale, mais c'est très drôle, très dérangeant, et c'est bon, ça c'est cool à regarder quoi. Nous avons également un film réalisé par Stephen King, Adaptation, ouais, d'une de ses nouvelles, qui est Maximum Overdrive, film dans lequel les machines se rebellent contre l'humanité.
l'humanité, et dans lequel on peut voir Stephen King se faire insulter de trou du cul par un distributeur de billets. Et Stephen King en avait parlé un petit peu de ce film-là, c'est qu'en fait il a aucun souvenir d'avoir réalisé ce film-là. Ah bon? Parce qu'il était tellement sous coke à l'époque. Pourtant, il était tellement sous coke qu'en fait il se souvient même pas de ce passage de réalisation, quoi. Il était ultra drogué, il était alcoolique au dernier degré, etc. Et si vous voulez voir Stephen King, il a aucun souvenir de regardez ça. ce film, parce qu'on le voit dedans. Et du coup, on peut l'appeler Maximum Overdose aussi. Maximum Overdose, ouais, c'est vrai. Qui sonne d'ailleurs très album de Synthwave, hein, Maximum Overdrive. Ouais, il y a pas un groupe d'ailleurs où il y a dû avoir des trucs. Oui, en tout cas, Overdrive, il y a dû avoir des morceaux Synthwave là-dedans. Mais ce film est génial. Hein. Ah oui, il est cool. Je trouve vraiment trop le level, quoi. Il est cool. Je vais vous citer un dernier film que un taquin a su surfer sur la vague des films de l'époque, qui s'appelle tout simplement Alien Predator. Ah et avec des ça sent le nanar. acteurs Alors, attention, inconnus au bataillon. Attention, inconnus au bataillon. C'est pas Alien versus Predator. Non, oui, c'est Alien Alien Predator en 86. Attends, je savais pas que ça Et existait. j'imagine que c'est un bon film bien nanar des familles. Ça a l'air, ouais. qui ne Bah écoutez, font pas et vous savez un quoi, comeback, si je le trouve, je le mais fous en il lien. faudra qu'on le regarde. Je le fous en lien téléchargement, parce qu'il y a personne qui doit posséder les droits maintenant. Mais je le fous en lien de téléchargement avec l'épisode. Voilà. C'est gratuit, C'est pour gratuit. En c'est- VF, s'il vous plaît. Oui, évidemment. J'espère que je Parce serai- qu'un nanar, ça se regarde en VF tout le temps, et on le sait très bien ici. Maintenant qu'on a fait un peu le tour de l'univers cinématographique des années 80. Des années 2006. Qu'est-ce qui s'est passé niveau musique? Bah, il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai? Ah, Ah là là, on y vient. Ouh là là. Allez, vas-y, Nelson, Des choses donne-nous. très très violentes. Ouh là là. J'ai des frissons. J'en tremble. Alors, il y a eu beaucoup de sorties, notamment Kind of Magic de Queen, en référence à Highlander. Ouais, forcément. Voilà. Bah, les Beastie Boys. Mais il y a personne qui connaît cet album, quoi, donc Voilà. c'est pas grave, on mettra un machine. extrait. Et on mettra un extrait. On mettra un extrait, mettra un License to extrait. Free. Il y a eu Queen's is Dead de The Smiths pour les âmes sensibles. Pour les plus fragiles Pour les d'entre gars nous. qui nous écoutent. Il y a eu The Final Countdown de Europe. Oh putain, la chanson la plus On va vous le dégueulasse mettre, du monde, l'extrait. ça. Ah oui, on Non. peut le mettre. Non, 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 Ah non, si. Quand Europe joue à Hellfest, les gens sont devant, ils ne bougent pas pendant tout le concert, Ouais, et ils finissent par Final Countdown, et là, tout d'un coup, tout Ah ouais, c'était ça la chanson. Ah oui, c'était ça, c'est la chanson qu'on attendait. C'est vraiment ça, quoi. À C'est- l'époque, connais c'était pas pas le la groupe. première fois au Hellfest, c'était tous les blagueux qui sont à fond dessus. non, c'était super. Bon, Final Countdown. Il y a eu aussi Run DMC, Rising Hell. What this way? Et il y a aussi en 86, c'était une grande année très trash. Ah bah là, Master of Puppets, Rain Blood, Darkness Edition de Dark Angel. Creator plusieurs Que des kills. bons albums. Il y a que des bons albums. Donc là, ouais, on est vraiment dans le trash qui est vraiment vénère, quoi. On atteint vraiment un niveau de violence en fait. C'est un peu le pinacle des albums les plus violents en fait, et après ils se sont vite calmés. Et- Quand tu regardes et- Slayer, l'album d'après c'est House of Evil. Et c'est complètement ralenti. le début de la création de Dark Throne. Exactement, ouais. Et écoutez l'autre épisode si vous Et oui, voulez en savoir plus. Sur Dark Throne. Mais je voulais mettre l'accent Voilà, sur vous la... avez l'épisode juste là. C'est l'épisode de... Vous pouvez cliquer dessus, et il il apparaît. y a un lien qui apparaît là. en haut à droite de votre tempe. Non, mais après il y a les albums faire ça. Exhumer, Destruction. Ouais, Exhumer, Exhumer c'est Possessed by Fire, qui est un Exactement, super ouais. album, un très très bon album. Megadeth c'est Peace Cells. Et Destruction c'est Eternal Devastation avec une pochette. Oui, on mettra qui les me rappelle La pochette de Destruction qui fait très film. Bah, un Très peu film, à la des très années film 80, d'action en fait, parce qu'en fait c'est une pochette qui est peinte, Ils ont en grand fait, tableau, etc. Et ça fait un peu rappel ouais. aux pochettes de De aux toute façon, affiches de on rappelle à tout Indiana le Jones. monde que la plupart des pochettes d'albums de trash donnent envie d'aller voir le film. Oui, c'est ça, ouais.
Oui, c'est un peu ça, oui, ouais, c'est bien résumé. Mais le film n'existe pas. Surtout celle de destruction. Tu vois leur gueule en fait pendre dans une espèce de tourbillon et en bas t'as une espèce de ville urbaine. Ah, et je crois que c'est la même année que y a Motorhead qui a sorti Orgasmastro. Orgasmastron. Oh, ça va. Il sait même pas prononcer les Captain Oui, Orgasmo. voilà. On a fait le passage 8-6 et j'étais obligé d'en sortir une. Je ne suis pas habitué à la bière forte. Le premier Sodome qui sort. Ouais, donc une grosse année trash bien vénère, quoi. Très trash, très vénère. Il y a vraiment des albums ultra bourrins, quoi, que t'écoutes encore aujourd'hui, qui sont toujours encore très bons. Et c'est le début de formation de Bolt Thrower. Oui, Ça nous fera une petite vocation de caser un extrait, genre juste là. Par contre en France, tu vois, peut-être qu'il y a tout ça en fait qui est sorti à travers le monde, etc. Mais en France, nous, on nous diffusait le type de Libertine de Minette Farmer, quoi. Voilà, c'est pour vous situer un petit peu comment ça se passait. Je passe pas dans la variété. Hors métal, j'ai mis les albums que j'aimais bien. Et t'as aussi Jean-Jacques Coleman qui avait sorti la chanson des restos pour le resto. Super. Ah, bah c'était une bonne année en 86. Mais de toute façon, les années 90, enfin les années 80 90, pardon. C'est vraiment 20 ans où il s'est passé tellement de choses dans la musique, dans le cinéma, dans la culture en général. Ouais. Chaque année, en fait, là on s'est mis sur 86, mais et là, chaque année tu peux tellement balayer en année sur tout en fait. Alors, les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Et bah c'était une sacrée aventure. Mais ouais, c'est le genre de petits films à mater pendant cette période, pendant l'été. Et qui vous feront plaisir, je pense. Donc on vous conseille. Abusez-vous. Oui, regardez-le, il est très cool. Mais par contre, faites gaffe à ce qu'il y a à l'arrière du camion. Allez, chauffe Marcel. Là maintenant, vous êtes rentré dans une nouvelle phase qui va nous télétransporter peut-être quelque part. Passe-nous le bonnet Bourzoum. Alors, non, c'est pas un bonnet Bourzoum, c'est un bonnet Bathory. Ah merde. Un bonnet Bathory. Parce que maintenant, les films, on va les choisir. On va les tirer au sort. On a 5 films chacun et donc du coup, une main innocente va tirer ces films. Innocente. Moi je suis innocent. Alors attention, il met la main dans le bonnet. Alors, attention. Quel est-il? J'ai pris celui qui était le mieux plié. Heavy Metal de 1981. Bon, il a chopé l'un des plus cultes films. Donc voilà. Donc ce sera le prochain film qu'on fera. Ah merde, putain, et on a du boulot. Hein. On a du boulot à chercher, mais bon, on trouvera. Bah, c'est bien, c'est des choses que je ne connais pas. Voilà. Il connaît pas, mais c'est pas grave, on apprendra ensemble. Bon les mecs, allez on est reparti, on dit au revoir à tout le monde. Allez, on vous fait des petits bisous, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis on vous dit à bientôt. Pour l'univers du heavy metal. Gros bisous. Allez, ciao, bye. Salut. Stonehenge, where a man's a man and the children dance to the pipes of Pan.